Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette webconférence de partage d'expérience autour de Calliope. Ça me fait plaisir de vous retrouver en ce mois d'octobre. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien et correctement. Voilà, nous avons notre heure mensuelle habituelle pour aborder les aspects de Calliope. Comme d'habitude, je vous propose d'utiliser le module question pour, en l'occurrence, poser les questions qui vous semblent, voilà, tous les points qui vous semblent nécessaires en tout cas, à éclaircir au travers des éléments que je présenterai à l'écran, et puis d'éventuels points supplémentaires, notamment liés au cas concret que vous pourriez rencontrer. Déjà, dans un premier temps, et comme d'habitude, confirmez-moi que vous m'entendez bien. Confirmez-moi que le son est audible et que, pour le coup, le propos est clair. Bon, je commence à avoir le retour, c'est très bien, c'est une bonne chose. Merci à vous. Ce que je vous propose aujourd'hui en termes de points sur ce partage d'expérience, alors j'ai pris en compte un certain nombre de questions qui m'avaient été posées dans l'intervalle de la dernière webconférence et aujourd'hui, et puis j'ai intégré des éléments supplémentaires. Donc, bien entendu, on va revenir sur quelques points d'actualité. Je vais revenir sur deux points sur lesquels j'étais intervenu la fois précédente, mais je vais juste repréciser un certain nombre d'éléments. On va balayer le guide de lecture version 6 et bien entendu, dans un second temps, on s'attachera à plutôt échanger ensemble sur à la fois vos interrogations et revenir sur les questions qui m'ont été posées. Alors, bon, les actualités, je les avais déjà partagées avec vous, notamment sur les décrets et les arrêtés, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est surtout le fait qu'il y a bien eu la publication d'un guide de lecture et du guide de lecture dans sa version 6, début octobre, donc qui est totalement et déjà disponible sur le site du ministère du Travail, et que ce guide de lecture a été également doublé par la publication d'une foire aux questions. Alors cette foire aux questions, elle a un cadre plus général, ce cadre d'ailleurs moins centré sur le référentiel et beaucoup plus centré sur finalement le processus et la procédure de certification, et notamment les cas auxquels on peut être confronté, que ce soit dans le domaine de l'apprentissage, que ce soit par rapport, on va dire, aux prises en compte de sites, les cas des multisites. Donc, il est vrai que cette fac a le mérite d'exister et effectivement a été appelée de tous les vœux des certificateurs à ce qu'elle puisse être, on va dire officielle. Il y a certains points sur lesquels effectivement il y a encore des points à corriger parce que le propos est somme toute plutôt juridique et peu opérationnel, donc il y a des éléments à clarifier. Toutefois, elle existe et ça reste une base intéressante. Par contre, point important, c'est que le guide de lecture fera encore l'objet d'une évolution d'ici la fin de l'année. Donc on aura également une V7. En complément de ce point, et juste pour vous préciser également, c'est que le logo Calliope, que vous connaissez tous, ce logo va légèrement évoluer puisque en fin d'année, donc raisonnablement, on nous annonce plutôt fin novembre, une version améliorée avec une Marianne insérée dans ce logo sera désormais disponible, et les OF certifiés devront d'ailleurs modifier le logo Calliope utilisé pour mettre ce nouveau logo. Okay, comme les certificats que nous éditons, ces certificats devront mentionner ce nouveau logo. Donc dès que les éléments seront à notre disposition, on vous les transférera. D'ailleurs, ce sera l'occasion, et nous serons contents d'avoir réellement le règlement d'usage de la marque Calliope, parce qu'à date, ce que nous avons, ce sont juste une charte d'usage, quelques cas concrets d'exemple, mais nous n'avons pas le règlement d'usage en tant que tel. Donc là, c'est un élément important, notamment dans ce que l'on pourra contrôler à l'occasion des audits.
soit effectivement dans le cadre des audits initiaux et on voit si l'OF est plutôt délicat ou indélicat par rapport à Calliope, parce qu'un certain nombre, ce qui est déjà arrivé, utilisent la marque Calliope avant même d'être certifiés, ce qui est totalement interdit. Et c'est d'ailleurs c'est pour cela que ce point est bien dans le rapport d'audit que nous vous adressons. C'est un point à vérifier, mais ce sera surtout à l'occasion des audits de surveillance que la vérification et le bon usage de la marque Calliope sera plein, et cette vérification sera pleine et entière, parce que nous verrons à ce moment-là les usages, les mésusages, les éventuelles confusions que peuvent apporter les différentes communications. Concernant les actualités, là c'est plutôt des actualités dites de marché, de la dynamique Calliope. La dynamique Calliope, effectivement, c'était un petit peu étiolée, on va dire, au fil de l'été. Elle reprend, en l'occurrence, de plus belle, commercialement et contractuellement. C'est-à-dire que depuis début septembre, le volume de demandes de certification et donc de contrats Calliope est en nette progression, et en progression sur des tendances extrêmement positives. Donc, c'est de bon augure. Cette certification et ces demandes de certification sont notamment boostées par l'arrêté du 24 juillet, le décret du 22 juillet et l'arrêté du 24 juillet, avec à la fois le certificat sur 4 ans, qui sollicite et multiplie effectivement les demandes d'audit sur novembre et décembre, et l'audit à distance est effectivement un peu plus demandé, alors à la fois parce que vous aussi en tant qu'auditeur vous pouvez y voir un intérêt, et puis des OF sont aussi attentifs et en l'occurrence à l'écoute à la fois de la situation sanitaire et de modalités qui leur permettraient de réaliser l'audit dans de bonnes conditions. Bien entendu, il y a des demandes pour cette fin d'année. Nous n'oublions pas que quand même le secteur reste fragile et qu'un certain nombre d'acteurs qui s'étaient positionnés sur fin 2021 souhaitent toutefois reporter l'audit sur fin 2020, reportent leur audit sur 2021. Alors, vous pouvez les avoir en direct, ou on peut les avoir en direct. Nous essayons au maximum de favoriser et faire en sorte qu'il y ait une certaine stabilité de la date, et donc la date 2020, par exemple, soit bien ancrée, actée, et qui s'engage l'audit sur cette fin d'année. Toutefois, malgré le fait de parler du certificat à 4 ans, certains n'ont pas eu le temps, l'occasion de pouvoir avancer suffisamment et se considérer être suffisamment prêt par rapport à l'audit Calliope. Donc on a encore une fuite sur 2021, ce qui, en l'occurrence, nous pénalise tous et toutes. Mais bon, retenez bien que effectivement la dynamique contractuelle est réelle et extrêmement positive. Alors ensuite, une question de Guillaume, tant qu'on y est. Une question sur l'aspect commercial. Alors, existe-t-il un dispositif si nous favorisons la contractualisation avec AFNOR? Alors, en l'occurrence, il n'y a pas de mécanisme de reversion et d'apporteur d'affaires côté AFNOR. C'est un dispositif qui effectivement n'est pas en place, puisque c'est un dispositif assez complexe, et d'ailleurs au titre des exigences d'accréditation, il est souvent et particulièrement mal perçu. Donc c'est un élément effectivement qui n'est pas existant. Alors, le guide de lecture V6, c'était l'occasion, c'est l'actualité, de pouvoir revenir sur celui-ci. Juste pour clarifier quelques points. Le guide de lecture a été donc publié en V6. Ce qui est important pour nous en tant qu'acteurs de l'audit, c'est bien le référentiel national de qualité, c'est-à-dire que le décret 2019-565, qui est notre Bible, entre guillemets, c'est bien le référentiel, c'est bien la somme des exigences que l'on doit auditer, qui s'applique auprès des structures que l'on va visiter. Donc, ce référentiel n'a pas changé, c'est-à-dire que le guide de lecture évolue, mais le référentiel en lui-même n'a pas changé, les exigences en elles-mêmes n'ont pas changé. Le guide, je reprécise, effectivement, apporte des compléments d'information et des exemples de preuves.
Donc, il faut y voir dans ce guide une professionnalisation accrue de la compréhension des uns et des autres sur chaque indicateur, mais l'indicateur en lui-même, l'exigence en elle-même, n'évolue pas. D'ailleurs, sur les preuves qui sont mentionnées dans ce guide, nous sommes tous d'accord, mais ça ne coûte rien de le repréciser, ce ne sont que des exemples. Et à ce titre-là, si l'organisme, le centre de bilan de compétences ou le CFA vous apporte d'autres preuves que celles qui sont mentionnées ou directement nommées, mais dont le fond, dont le contenu répond totalement aux questions et aux indicateurs, bien entendu, on est dans la logique d'accepter la preuve qu'il nous adresse. Ce guide de lecture, cette nouvelle version se distingue essentiellement par le sujet du handicap. Et je vous rappelle que sur le sujet du handicap, on a un indicateur maître, qui est l'indicateur 26. Et on va regarder juste après, par rapport au sujet du handicap, des compléments d'information ont été apportés sur les indicateurs suivants. Cela me permet de vous dire que AFNOR Certification organise le 10 novembre une webconférence, comme habituellement nous avons l'habitude de les organiser sur la plateforme Webikeo, et celle du 10 novembre aura un focus particulier sur le sujet du handicap. Nous l'organisons avec un acteur qui s'appelle Alter Egal, Alter Egal Association, qui est une structure de la région Rhône-Alpes qui accompagne un certain nombre d'OF et d'acteurs sur le sujet de la prise en compte du handicap, sur le sujet de l'insertion et l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Et donc, ce sera une co-animation, donc Camille Simon et moi-même, sur le sujet. Ce sera à la fois l'occasion de battre, entre guillemets, en brèche les idées reçues sur le sujet du handicap, notamment le handicap visible et non visible, et de bien faire la distinction entre la partie, on va dire, réglementaire et la partie relative à Calliope. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je pense aussi à solliciter ce partenaire pour l'un de nos prochains retours d'expérience. Ce pourrait être aussi utile dans votre propre compréhension et pour l'exercice de l'audit. Pour revenir sur le sujet du handicap, je vous ai listé sur cette page les évolutions notables du guide de lecture V6, notamment sur le sujet du handicap, où en l'occurrence ce sont principalement des exemples de preuves qui ont été fournis tout au long des indicateurs qui ont fait l'objet d'une petite correction. Donc, concernant l'indicateur maître, l'indicateur 26, c'est la liste des partenaires qui a été précisée, dont effectivement vous voyez clairement liste des partenaires du territoire susceptible d'aider le prestataire dans la prise en compte des personnes en situation de handicap, PSH, dont les partenaires spécialisés intervenant pour le compte de la GFIP et du HFP. Déjà, j'y arrive jamais. On vient juste préciser un peu les éléments. Ok. Pour les autres indicateurs, là aussi, pour l'indicateur numéro 1, on vient compléter les exemples de preuves qui sont de nature à répondre aux différents items qui sont demandés en termes d'information. Et pour les PSH, le livret d'accueil, le registre public d'accessibilité et les conditions d'accès sont autant d'éléments qui peuvent y contribuer. Pour l'indicateur numéro 10, je vous rappelle que l'indicateur numéro 10 concerne la réalisation même de la prestation et son adaptation. Là, on va plutôt toper, entre guillemets, les personnes ressources, les structures qui sont amenées à envisager les modalités de compensation, d'aménagement des parcours. Pour le 19, on est sur les ressources pédagogiques et la question porte comment finalement ces ressources pédagogiques sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Et donc là, quelles sont les modalités spécifiques quand vous avez une personne en déficience visuelle, notamment, et donc quelles sont les modalités qui lui permettent d'y accéder. Les points notables, c'est surtout les points 23 et 25. Je vous rappelle que les points 23 et 25 concernent les indicateurs de veille,
où on vient quand même préciser la notion de veille réglementaire en matière de handicap pour l'indicateur 23. Et on vient aussi au titre de l'indicateur 25 qui, je vous rappelle, porte sur la veille, notamment sur les innovations pédagogiques et technologiques, de pouvoir lier cette veille aussi aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc notez bien que ce sont des exemples de preuves, notez bien que ce sont des éléments qui viennent tout simplement irriguer de plus en plus le sujet du handicap au sein des considérations des organismes de formation. Mais toutefois, et je réinsiste sur mon propos introductif, le référentiel et l'exigence du référentiel n'évoluent pas. Ok. Je voulais juste revenir sur ce que l'on appelle un nouvel entrant, parce que actuellement, il y a énormément de nouveaux entrants qui se présentent à la certification Calliope. Un nouvel entrant, vous avez deux points clés. Un nouvel entrant, c'est déjà la première définition, c'est un prestataire qui n'a pas encore réalisé un premier BPF. Il vient de se créer, il vient d'obtenir son numéro de déclaration d'activité dans un passé plus ou moins récent ou antérieur. Donc en l'occurrence, c'est un acteur relativement récent et qui se positionne sur la catégorie action de formation VAE, bilan de compétences ou apprentissage, mais effectivement, c'est un acteur dont l'existence est souvent inférieure à une année, ou voilà, entre 12 et 15 mois. Un nouvel entrant, c'est aussi un prestataire existant, c'est-à-dire qu'il y a déjà une activité établie, par exemple sur le domaine de l'action de formation, la formation assez classique, et qui se lance sur une nouvelle catégorie d'action de formation qu'il ne réalisait pas auparavant. Par exemple, il peut se lancer sur du bilan de compétences, il peut se lancer sur l'activité d'apprentissage, ce qui arrive assez régulièrement en ce moment où septembre 2020 a été l'occasion pour certains acteurs de lancer une classe d'apprentissage et d'autres le feront un petit peu plus tard. Donc, notez bien et rappelez-vous bien que cette situation de nouvel entrant, soit effectivement c'est une structure relativement récente en termes d'existence administrative, soit c'est une structure existante mais qui se lance sur une nouvelle catégorie d'action qu'elle ne réalisait pas auparavant. Ok. Sur les non-conformités, et notamment sur les délais. Je vous rappelle que donc, les non-conformités sont générées au travers du rapport. Vous envoyez le rapport Excel à l'organisme de formation et à lui de vous répondre dans le petit cadre dédié que vous voyez en couleur bleutée, à la fois sur la proposition d'action ou la correction déjà réalisée et puis la date cible. Vous, en tant qu'auditeur, vous avez à l'issue de l'audit un délai maximum de 5 jours pour répondre et pour adresser le rapport, ce rapport provisoire à l'organisme de formation. Le prestataire, lui, sur la base de votre envoi et sur la base de la réception de ce rapport, vous envoie le rapport complété avec la réponse aux écarts. Le délai, il est vrai que nous avons communiqué dans un premier temps sur des délais relativement courts pour accélérer la prise de décision. Donc il est vrai que tout l'objet et tout l'intérêt, c'est qu'au plus vite l'OF répond, au plus vite l'OF apporte des réponses et des preuves de correction, au plus vite la prise de décision est rapide. Donc, je vous rappelle que pour les non-conformités mineures, l'OF peut proposer un plan d'action, et uniquement un plan d'action. Et par contre, pour les non-conformités majeures, l'OF doit nous proposer plus qu'un plan d'action, c'est un plan d'action et la correction de la situation, parce que tant que cette non-conformité majeure existe, n'est pas soldée, la certification n'est pas attribuable. Donc dans ce cas-là, effectivement, l'OF dispose du temps réglementaire qui lui est autorisé. Donc on ne parle plus des 5 jours, mais on parle bien du temps réglementaire qui est au maximum de 3 mois pour qu'il puisse apporter les corrections et à l'issue des corrections, revenir vers vous et vous adresser les preuves de correction afin que vous-même, vous puissiez évaluer la pertinence de l'action, évaluer sa réalité. Et en fonction de cela, vous allez pouvoir lever ou non la non-conformité au final. Ok ? Donc ça, c'est un élément très important. AFNOR Certification n'analyse des rapports que des rapports complets, à savoir
présentant votre point de vue, mais présentant aussi les éléments fournis par l'organisme et votre propre appréciation sur le fait de lever ou non la non-conformité. Sur ce point-là, bien entendu, il est important aussi à votre niveau de vous assurer de la cohérence entre la levée de la non-conformité et la date cible. On peut être amené souvent à vous interroger sur une date cible qui a été indiquée par l'OF, et le fait de vouloir lever la non-conformité. Donc, il peut y avoir quelquefois une incohérence entre une date cible qui est, par exemple, le mois de janvier et une levée de non-conformité qui pourrait arriver plus tôt, ce qui n'est pas effectivement logique. La non-conformité ne peut être levée que si les preuves vous sont correctement adressées, apportées, et que vous avez l'assurance que le problème est traité. Alors, une question de d'Anne-Marie. Si la pertinence de l'action n'est pas conforme, doit-on relancer le client? Alors, la pertinence de l'action, en soi, ce n'est pas une question de non-conformité ou de conformité, mais effectivement, soit le client n'a pas tout à fait bien compris le sujet et le libellé de la non-conformité, mais effectivement, on parle plutôt de pertinence, tout à fait. En l'occurrence, vous avez effectivement, vous pouvez revenir vers le client en leur disant voilà, votre action n'est pas pertinente, je ne serai pas en capacité de lever la non-conformité, enfin, je ne serai pas en capacité de vous dire, et notamment au travers de l'action mise en place, que la non-conformité puisse être levée dans le temps. Donc, n'hésitez pas à informer en l'occurrence le client de cette non-pertinence. Alors, pour répondre à Guillaume, est-ce qu'AFNOR Certification doit viser le rapport avant l'envoi à l'OF? Non, Guillaume, vous pouvez adresser le rapport directement à l'OF. Par contre, si vous avez un doute, oui, bien entendu, vous pouvez nous consulter à la fois soit sur une formulation de libellé d'écart, sur un point de posture, de positionnement. Ça, nous sommes bien là en votre soutien, donc n'hésitez pas, soit par mail ou par téléphone, à nous solliciter. Voilà, donc c'est un point sur lequel je reviens régulièrement, mais bon, c'est toujours utile de pouvoir le repréciser. Le point de vigilance, comme toujours, je vous rappelle, c'est une prestation d'évaluation de conformité des pratiques aux exigences Calliope. Pas de point fort, point de PP, pas de point de sensible. Et on ne donne pas suite aux demandes de conseil des OF. Alors, une question de Samuel qui revient au sujet précédent, mais je vais la traiter maintenant. La question est la suivante. Que se passe-t-il si au bout des 3 mois, les preuves ne sont visiblement pas apportées? Si au bout des 3 mois, les preuves ne sont pas apportées, vous nous adressez le rapport en nous faisant état de la situation et nous prendrons une décision sur la base, en l'occurrence d'une situation, d'un rapport dont les non-conformités ne sont pas levées, tout simplement. Et le fait de prendre une décision avec des non-conformités non levées, ça veut dire que vraisemblablement, si soit la nature de la non-conformité, c'est une non-conformité majeure, soit il y a un volume important de non-conformité mineure, peut nous amener à prendre très souvent des décisions défavorables. Donc, en l'occurrence, c'est un point important, donc n'hésitez pas à nous envoyer le rapport et ensuite nous, c'est bien AFNOR Certification qui, dans sa position et sa responsabilité de prise de décision, prendra tous les éléments et pourra statuer éventuellement sur une non-certification, appelant l'OF à pouvoir organiser une session complémentaire, donc un nouvel audit, pour qu'il puisse arriver à la certification Calliope. Alors, question de Pierre concernant les nouveaux entrants. Comment vérifier qu'un nouvel entrant n'a jamais fait de formation? Alors, c'est très difficile à vérifier. Toutefois, Pierre, quand un nouvel entrant finalement arrive sur le marché, il arrive en obtenant un numéro de déclaration d'activité.
Ce numéro de déclaration d'activité, il l'obtient en se rapprochant de la directe et dans le cadre du dossier qu'il fournit à la directe, il doit fournir une convention de formation, à savoir le fait de réaliser dans un calendrier plus ou moins proche une formation. Donc, c'est un élément qui est un point d'attention pour vous. C'est certainement une base pour vous dire que soit il va y avoir lieu, soit il y a eu une formation. Alors, question de Sophie par rapport à la slide. Peut-on tout de même indiquer dans le corps du rapport des points forts ou des points à surveiller? Non, Sophie, on ne peut pas. C'est strictement interdit. Il y a d'autres prestations de type ISO 9001 NF qui permettent ce type d'approche, mais sur Calliope, ce n'est pas le sujet. Donc, c'est conforme ou non conforme. Il n'y a pas lieu d'être d'apporter ce type de constat, que ce soit en audit ou dans le rapport. Ensuite, une question de Marie. Donc, dans le cas où il y a des non-conformités majeures, hein, donc nous entendons 3 mois pour vous envoyer le rapport. Donc oui, Marie. Concernant cette situation, donc l'OF a 3 mois pour répondre au maximum on va dire, aux non-conformités et vous apporter la preuve de la correction de ces non-conformités. Donc le rapport est temporisé à votre niveau et à l'issue de ce délai, vous nous envoyez le rapport en l'état, si vous n'avez pas eu de réponse de la part de l'OF, pour que nous puissions prendre la décision. Alors, question de Sophie. Quel est le niveau d'accompagnement du client qui est recommandé par AFNOR? Nous ne faisons aucune recommandation sur le niveau. Effectivement, on précise, notamment via différents webinaires, un peu les différentes étapes qu'un OF peut enclencher pour se préparer à la certification Calliope, notamment de pouvoir nommer un référent sur Calliope, qu'il se fasse former, qu'il puisse se faire aider éventuellement avec un consultant. Mais tout cela ne relève plutôt que de propositions de bon sens, de bonne loi par rapport à nos expériences de certificateurs. Il est sûr qu'un OF préparé a plus de chances de réussir la certification. Toutefois, ce ne sont que des propos et dans la masse de structures qui se présentent à nous, nous avons, et je pense que le cas a déjà pu se présenter, des acteurs qui se sont engagés dans l'audit de certification sans avoir réellement connaissance du référentiel Calliope et sans avoir réellement travaillé le sujet, voire certains qui effectivement avaient pour le coup pris toutes les dispositions, donc comme je le dis souvent, ceinture, bretelle, parachute et tout le nécessaire pour s'assurer que leur audit de certification se déroule dans les meilleures conditions. Alors, je vous propose de passer à la seconde partie. Patrick. Une question, Patrick. Alors, je vais me permettre de répondre de suite à notre cher ami. Les modalités de facturation à l'auditeur dans le cas de non-conformité majeure à 3 mois. Donc, Patrick, effectivement, est très attentif à ce point-là. Il a raison et j'ai déjà eu la question. En l'occurrence, on accepte votre facture dès lors que vous réalisez l'audit. J'entends bien que vous demande de temporiser le rapport à votre niveau. Toutefois, la facture, vous pouvez nous l'adresser dès maintenant, hein, dès la réalisation de l'audit, sans attendre les 3 mois. Alors, quelques échanges libres et donc je vous ai mis à l'écran les questions qui ont été remontées depuis la dernière session, c'était fin septembre de mémoire.
La première, c'était notamment le cas des audits qu'on appelle pour les structures dites CNIFOP, c'est-à-dire qu'elles ont droit à un audit à durée limitée sur un champ d'indicateurs limité. C'est vrai que ce point précis appelle on va dire des interrogations, c'est-à-dire que dans le cadre de l'audit, l'objectif de l'audit est de balayer uniquement les indicateurs qui sont prévus dans ce type d'audit. Donc, c'est-à-dire les indicateurs communs qui sont mentionnés à la dernière page du guide de lecture, et puis les quelques indicateurs spécifiques qui s'appliquent en fonction de l'offre et de la nature de l'organisme de formation. À ce titre-là, l'audit porte bien sur ces indicateurs. Vous pouvez toutefois, quand vous identifiez une situation en décalage avec le référentiel ou un indicateur du référentiel, mais qui ne fait pas partie de votre scope de l'audit, de pouvoir utiliser l'indicateur le plus proche pour notifier une non-conformité et amener l'OF à corriger une situation qui n'est pas encore satisfaisante. Là, par exemple, c'est une question d'un auditeur, Patrick, pour ne pas alors, un autre Patrick, qui, notamment au titre de l'indicateur 30, sur les appréciations, l'organisme avait une pratique parcellaire et partielle de la collecte des appréciations. Or, il s'est appuyé, et on peut s'appuyer sur l'indicateur 32, qui, je vous rappelle, a pour objectif de dire vous devez mettre un plan d'amélioration en se basant sur les analyses des appréciations des parties prenantes et des appréciations et des réclamations des parties prenantes. Dans la mesure où vous n'avez qu'une partie des appréciations, finalement, on peut attacher une non-conformité qui couvre plutôt l'indicateur 30 et qui amènerait l'OF à engager une pratique de collecte des appréciations auprès des formateurs et auprès par exemple, des financeurs. Ok, donc voilà un exemple qui est le plus probant entre notamment le lien entre le 30 et le 32, ce qui n'est pas si évident sur les autres indicateurs, je vous le concède. Deuxième point, plutôt lié à la partie décisionnelle, je vous rappelle que dans cette certification, 5 non-conformités mineures équivalent à une non-conformité majeure. Donc ça veut dire que tant que ces 5 non-conformités qui ne sont pas levées, eh bien, cela bloque la certification. Donc l'OF n'est pas certifié. L'objectif, c'est que l'OF puisse passer en deçà de ces 5 non-conformités. Donc il va pratiquer le limbo des non-conformités. Il faut qu'il puisse travailler sur une ou deux non-conformités, si je puis m'exprimer ainsi, pour les traiter, bien les traiter, permettre leur levée, et ainsi se voir un compte de non-conformité qui pourrait être à 2, à 3, voire maximum à 4, qui permettrait pour le coup d'être certifié Calliope. Alors, sur le recueil de l'appréciation des financeurs, on est bien d'accord que les financeurs, ce sont ceux qui sont indiqués dans la loi du 5 septembre 2018. Je vous les ai mentionnés sur les deux petits points après. Donc, l'article 6 précise bien les opérateurs de compétences, donc OPCO, ceux qui sont identifiés par la commission mentionnée à l'article 6323-17-6. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder exactement ce point-là, mais voilà, il faudra que je le fasse pour la prochaine fois. L'État, les régions, la Caisse des dépôts, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article 5214-1, qui n'est autre que la GFIP pour les personnes en situation de handicap. Donc, ça, c'est un point très important. Quand on parle de financeurs, on parle bien de ces acteurs-là. Deuxième point, que ce soit pour les bilans de compétences ou pour les autres catégories d'actions, l'OF a une obligation de moyens de collecte de ces appréciations. On n'ira jamais apposer une non-conformité sur le fait qu'il n'y ait pas de retour, mais il doit mettre en place les moyens pour collecter l'appréciation des financeurs. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, une question sur l'AFEST.
On peut être confronté à cette situation, mais je me permets de revenir, cette question me semblait particulièrement intéressante. Alors pour rappel, la FEST, c'est l'action de formation en situation de travail. Donc la question de l'auditeur, c'est de pouvoir dire, mais finalement, est-ce que l'apprentissage ou l'alternance, c'est de la FEST? Pas tout à fait. Finalement, la FEST bénéficie d'une définition assez distincte. Et finalement, la FEST, c'est surtout une action qui se développe pour le compte des entreprises et pour les salariés des entreprises. C'est bien ce qu'on peut appeler du compagnonnage, du tutorat, de la formation sur le tas. C'est comment valoriser des heures de formation interne à des structures où des personnes sont formées directement en poste de travail. Donc les financeurs ont donné quelques points clés, je vous ai donné quelques points clés d'ailleurs issus d'Acto sur ce qu'est une AFEST et qui se distingue bien des activités d'apprentissage et d'alternance. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ceux qui font réellement de la FEST sont vraiment tagués et ciblés auprès des financeurs. Et on est bien dans une logique de formation sur poste de travail au sein des entreprises, pour les salariés de leur propre entreprise. Et dernier point, et ensuite je traiterai vos questions que vous me posez en direct, la question de la formation certifiante. Alors c'est vrai que ce sujet est un sujet récurrent. Est-ce qu'un OF peut employer le terme de formation certifiante lorsqu'il s'agit d'une certification maison? Le terme certifiant, donc Calliope, et ça je vous le rappelle bien, ça fait référence à une formation, un parcours de formation qui permet à une personne de se présenter à un examen, un test, en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre. Et surtout, c'est que ce diplôme, ce certificat ou ce titre est inscrit au répertoire spécifique des certifications et habilitations, qui porte plutôt sur des compétences transverses, ou inscrit au ce qu'on appelle le RNCP, au répertoire national des certifications professionnelles, et là qui sont plutôt des compétences métiers. Donc, quand on parle et quand vous avez dans Calliope des indicateurs spécifiques à cette notion de formation certifiante, avec une visée de certification professionnelle, on s'inscrit bien dans la logique des certifications qui sont inscrites au répertoire spécifique ou au répertoire national. Un OF peut très bien et a le droit de dire « je propose des formations certifiantes ». Mais attention à la confusion parce qu'ils peuvent mentionner des certifications privées qui n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance par le répertoire spécifique ou le répertoire national. Et donc, c'est là le point d'attention qu'il faudra avoir par rapport à l'audit que vous allez conduire. C'est bien savoir si cela s'inscrit dans l'un de ces deux répertoires ou non. Et en l'occurrence, si cela relève d'une certification privée, parce qu'on peut être amené souvent dans le cadre des audits à être confronté à des OF qui finalement déploient une méthode soit américaine, soit anglaise, de différents modèles sur différents sujets, avec une certification à la clé, mais qui ne s'inscrit pas dans un répertoire spécifique ou dans un répertoire national. Enfin, un dernier point, vous avez des OF qui proposent, des structures qui proposent des formations à la création d'entreprises. Ça peut être le cas pour des chambres consulaires, ça peut être le cas pour d'autres structures. C'est un code, le code 203, qui est pleinement inscrit dans le CPF. Mais cette prestation n'est pas une formation certifiante en tant que telle. Elle bénéficie d'une dérogation pour être inscrite au CPF, mais ce n'est pas en soi et en tant que telle en l'occurrence, une certification au répertoire spécifique ou au répertoire national. Alors, voici les quelques questions que j'avais reçues et que je vous ai proposé de traiter. Comme d'habitude, cela va être mon sujet de la fin de l'année. Si on me pose la question où je dois trouver, où est-ce que je peux trouver cette session, je bats ma coupe et je dois vous dédier du temps pour vous mettre à disposition tout cela, ce que je n'ai toujours pas fait. Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à vos différentes questions. Alors, je vais en profiter pour répondre à la question de Clémence qui est en lien direct avec ces certifications privées.
Alors, de ce fait, les formations certifiantes privées ne sont pas auditées sur les indicateurs liés aux formations certification de Calliope. Ben, exactement, Clémence. C'est-à-dire que ces certifications ne sont pas, en tant que telles, des certifications officielles reconnues et donc n'ont pas à être intégrées avec l'application des indicateurs spécifiques. Bien entendu, cette situation changera si la certification se retrouve reconnue et validée par France Compétences sur l'un des deux répertoires. Alors, question d'Anne-Marie, peut-on demander au client de consulter son BPF? Oui, vous avez tout à fait le droit de demander au client de consulter le BPF. Ce qui peut être intéressant au titre du BPF, c'est notamment de pouvoir apprécier un peu la répartition des activités et notamment l'usage de la sous-traitance. Bien entendu, cette question-là n'a pas de sens quand vous avez en face de vous des consultants, des nouveaux entrants. Alors, question de Jacques, peux-tu nous transmettre un règlement intérieur type qui trace toutes les exigences? Alors, je n'ai pas de règlement intérieur type, mais je crois que de mémoire, des directs ont mis à disposition sur le site web des trames types de règlement intérieur. Donc, je crois qu'en faisant un petit Google, on doit retrouver assez rapidement, que ce soit par les directs, soit par Centre Info, les points clés qui doivent se retrouver dans un règlement intérieur. Alors, question de Nathalie. Très bonne question. Très bonne question que je n'ai pas abordée et qu'il faut que je l'aborde. J'ai une demande plus précise sur l'indicateur numéro 2 pour un CFA. Comment connaître sa valeur ajoutée? Alors, c'est une excellente question. Et c'est une excellente question, d'autant plus que la DGEFP nous a récemment sensibilisés et alertés à ce sujet. Vous avez dans l'indicateur numéro 2, je vous rappelle, c'est le fait de diffuser, de communiquer sur des indicateurs de résultats. Et pour les acteurs proposant une activité d'apprentissage, il est fait référence à l'article 61.11-8 qui mentionne un certain nombre d'indicateurs d'indicateurs sur lesquels le CFA doit communiquer. La réalité, c'est qu'il manque en fait un décret qui vient spécifier ouvertement la définition de chaque indicateur et notamment cet indicateur sur la valeur ajoutée. Donc en fait, il nous a été demandé, et cet élément, je vais vous le faire suivre, de neutraliser cette référence à cet article le temps que les éléments réglementaires soient tout simplement traités et publiés. Ok, donc notez bien pour l'indicateur numéro 2, et notamment dans le cadre des CFA, de neutraliser la référence à l'article 61.11-8 tel que c'est mentionné dans le guide de lecture. Alors, question d'Elisabeth, est-ce qu'on peut demander des pièces en amont de l'audit, notamment le BPF? Alors, en amont de l'audit, il est vrai que dans ce type de certification, il n'est pas obligatoire de collecter des informations. Vous pouvez collecter des informations, soit en essayant de pouvoir balayer le site web ou du moins un support, un élément qui vient présenter la structure de l'OF. Le BPF en est un, mais sachez quand même que les BPF sont quand même souvent des sujets sensibles pour les organismes de formation qui ne le diffusent pas en dehors, ou très régulièrement en dehors de leur périmètre. Ils préfèrent que vous puissiez en prendre connaissance directement sur site que les diffuser par mail. Ils sont quand même très attentifs à ce sujet et on le voit. Je vous rappelle que dans les aspects commerciaux, AFNOR effectivement a une équipe commerciale pour traiter les demandes, mais propose aussi un devis en ligne. Et sur le devis en ligne, effectivement, les BPF ne sont pas systématiquement diffusés et adressés. Certains acteurs sont assez effectivement attentifs au fait de ne pas diffuser ce type d'informations. Alors, question de Clémence.
Alors, et pour les AFEST, elles ne sont pas auditées sur les formations en situation de travail. Ben, si, totalement, Clémence. Pour un acteur qui fait de la FEST, il y a bien deux indicateurs qui permettent d'apprécier l'application, la mise en œuvre de ces formations en situation de travail. Mais ce ne sont pas l'ensemble des indicateurs qui s'appliquent à l'alternance et à l'apprentissage, tout simplement. Alors, question de Samuel. Dans le cadre d'un audit multisite et dans la mesure où le temps est restreint, doit-on répartir les indicateurs à auditer sur les sites ou auditer plusieurs fois les mêmes indicateurs sur tous les sites? Alors, tout à fait, c'est une bonne question, Samuel. C'est un point que j'avais vu et qu'on avait abordé la dernière fois. J'ai hésité à pouvoir le remettre. Il faut véritablement que je vous diffuse ces supports. Concrètement, les approches multisites, bien entendu, la partie centrale, le siège, l'ensemble des indicateurs vont y être observés. Par contre, sur les sites secondaires, on vous demande de vous concentrer sur les indicateurs les plus opérationnels. Et donc, cela dépend finalement du degré de centralisation ou de décentralisation de l'activité de formation. Toutefois, sur ces sites secondaires, vous pouvez facilement concentrer les efforts sur les critères 2, 3, 4 et le 5 également, mais vraisemblablement les 6, le 1, le 6 et le 7 sont des indicateurs, des critères suffisamment transverses pour être maîtrisés au niveau du siège et non pas au niveau du site secondaire. Alors, je prends d'autres questions. Alors, périmètre entre l'audit initial, enfin voilà, la question porte sur le périmètre entre l'audit initial et l'audit de surveillance. On est bien d'accord qu'on vous sollicite en tant qu'auditeur pour aller auditer une structure suivant une catégorie d'action, action de formation, VAE, bilan de compétences, apprentissage, sur une donnée, une durée dédiée et avec la revue d'un référentiel dans sa totalité ou partiellement quand ils sont déjà CNEFOP. Ça, c'est le cas de l'audit initial. L'audit de surveillance aura une vocation similaire, à la fois sur la revue de la conformité au référentiel national qualité. Il faudra surtout s'assurer de l'évolution ou non de l'offre de formation. Je prends l'exemple. Nous pouvons à date auditer et certifier un OF sur la catégorie action de formation et se dire qu'actuellement cet OF ne propose que des actions de formation non certifiantes. Au titre du fait qu'on leur adresse un certificat de 4 ans et qu'il n'y a qu'un seul audit de surveillance, dans un intervalle de 2 ans, celui-ci peut se lancer sur une activité de formation dite certifiante, et bien au sens des répertoires spécifiques et national. Ce qui veut dire que entre le périmètre de l'audit initial, qui était du non certifiant, et le surveillance qui devient du certifiant, l'acte d'audit va évoluer et il va falloir dans l'échantillonnage pouvoir vous assurer au travers des indicateurs qui s'y appliquent que l'activité de formation certifiante répond bien aux exigences du référentiel national qualité. Voilà un exemple où il pourrait y avoir une évolution entre ce qu'on a vu en audit initial et en audit de surveillance et qui mérite un point d'attention lors de l'audit de surveillance. Enfin, sur l'audit de surveillance, ce sont bien entendu l'assurance, c'est l'assurance du maintien en conformité des exigences et surtout du respect de la charte et de l'usage de la marque Calliope. Alors, question d'Alain. Selon mon expérience, les activités de l'OF étaient mal décrites, rendant fort risqué l'établissement de la liste des indicateurs.
ce qui m'a forcé de clarifier ce point en amont avec le client. Comment améliorer cette situation? Alors, c'est pour cela d'ailleurs que le rapport d'audit que l'on vous propose à tous a une vocation plutôt exhaustive. Et quand vous sélectionnez la catégorie action de formation dans le rapport d'audit, finalement, il vient prendre en compte l'ensemble des indicateurs de la catégorie action de formation sans faire la distinction si c'est de la FEST, c'est de la formation certifiante, non certifiante ou de l'alternance. Ça a au moins le mérite, au travers du plan d'audit, de vous cadrer l'audit et de vous assurer que vous balayez l'ensemble des indicateurs, quitte durant l'audit à pouvoir apprécier le fait que l'indicateur n'est pas applicable parce qu'ils ne font pas d'alternance, ils ne font pas de formation certifiante ou de formation en situation de travail. Mais je pense qu'il est très important effectivement d'être assez exhaustif dans ce plan d'audit pour que celui-ci soit un point d'accroche et d'échange avec, point d'accroche au sens, bon sens du terme, hein, au sens de pouvoir apostropher l'OF sur le contenu de l'audit et sur les points sur lesquels il devra apporter des réponses ou ne pas apporter de réponse si le sujet ne s'applique pas. Alors, question d'Anne-Marie. L'auditeur ayant réalisé l'audit initial sera-t-il d'emblée affecté sur l'audit de surveillance? Oui, Anne-Marie, on a vocation à programmer et à affecter l'auditeur sur le cycle dans sa totalité, donc à la fois concernant l'audit initial et l'audit de surveillance. Bien entendu, il peut y avoir des situations qui amènent à changer l'auditeur, différentes raisons. Notamment, l'audit initial a pu, dire, entre guillemets, mal se passer. Hein, et l'auditeur est récusé par l'audité, ce qui est une raison, ou au contraire, l'auditeur, même si l'audit s'est bien passé, ne veut pas revenir auprès de l'audité. Je n'oublie pas dans ce domaine que nous avons face à nous des OF qui sont aux abois en termes de santé économique, qui attendent une certification pour assurer des pérennités de budget et qui peuvent vous mettre une pression assez conséquente en audit par rapport aux éléments qu'ils vous présentent. Donc ça peut aller dans les deux sens également. Mais par défaut, l'auditeur positionné à l'audit initial assurera l'audit de surveillance. Alors, question d'Elisabeth. Un OF qui à ce jour ne fait que de la sous-traitance, est-il considéré comme un nouvel entrant? Très bonne question, Elisabeth. La question est de savoir si cet OF avait un numéro de déclaration d'activité ou pas. S'il en avait un, ce n'est pas un nouvel entrant. S'il ne change pas de catégorie d'action, d'autant plus, donc ce n'est pas un nouvel entrant. Il peut avoir réalisé une partie de son activité en direct. Donc, pour le coup, à lui d'apporter des éléments de réponse. Alors, question d'Alain. Le conseil n'est pas autorisé. Tout à fait, Alain. Je reconfirme ce que j'ai pu dire auparavant. Mais que pensez-vous de l'importance de dire que les solutions mises en place pour répondre aux critères doivent être pérennes et donc avec des moyens sur du long terme? De dire qu'une solution est mise en place et qu'elle doit disposer de moyens pour qu'elle produise des résultats efficaces, ça, ce n'est pas du conseil. Mais le point important sur ce sujet, c'est que vous avez notifié un point en décalage avec le référentiel. Vous n'avez pas à apporter la solution ou ni l'étincelle pour la solution. C'est bien à l'OF de vous apporter cette réponse et vous n'avez pas à participer à la réflexion de l'OF en ce sens. Donc, c'est un élément très important, ce qu'on nous demande. Le COFRAC nous sollicite beaucoup sur ce sujet. C'est un point d'attention pour tous les organismes certificateurs. Donc, on vous demande de bien respecter cette ligne. Alors,
question de Muriel. Pour le critère, alors, alors je ne sais pas lequel c'est un égal et un et. Alors, bon, je ne vois pas le numéro du critère, c'est pas grave. Le critère 2, merci Muriel. Enfin, l'indicateur 2. Les CFA utilisent des référentiels nationaux comme un brevet professionnel. Comment s'assurer que les cours diffusés s'appuient bien sur ces référentiels même si ce sont des brevets professionnels, ils font l'objet d'une déclaration et ils sont sur l'un des deux répertoires. À ce titre-là, ils doivent être détenteurs, hein, le CFA doit être détenteur du référentiel de compétences. Et donc, ça fait bien partie, non pas de l'indicateur numéro 2, mais de l'indicateur qui est lié au critère numéro 2, hein, sur là, par contre, la conception. Et je vous rappelle que c'est bien, en l'occurrence, l'indicateur numéro 7 qui est là pour vous assurer que quand l'acteur présente, le prestataire présente une formation certifiante, le contenu de son parcours de formation répond bien au minimum requis par le référentiel de compétences de l'autorité de certification. Et c'est lui qui doit, au travers d'un document, un tableau croisé, quoi qu'il en soit, vous démontrer qu'il a, à la fois dans les heures et dans le contenu, il couvre bien le référentiel de compétences. Et y compris quand il s'agit de référentiels ou de diplômes nationaux de l'éducation nationale. Alors, question de Marie. Concernant un multisite, il faut un seul rapport qui reprend l'ensemble des informations par site. Alors, pour les multisites, on vous demande un seul rapport, un rapport unique. Donc, c'est bien la grille d'évaluation qui doit être le creuset, la synthèse de l'analyse multisite, hein, de l'audit multisite. Je vous rappelle que dans cette grille d'évaluation, et notamment quand vous avez des non-conformités liées à un ou plusieurs sites, vous avez une colonne dédiée où vous pouvez préciser et indiquer avec votre petite main quel est ou quels sont les sites concernés par la non-conformité. Alors, si un sous-traitant est certifié Calliope, peut-on considérer que cela est suffisant pour être conforme à l'indicateur 27? Très bonne question, Clémence, et je dis non. Ce que l'on demande au travers de l'indicateur 27, c'est que le prestataire, l'OF, donneur d'ordre, engage et demande à ses sous-traitants de s'inscrire dans la conformité au présent référentiel Calliope. Certes, le fait que le sous-traitant apporte une certification est une chose, mais l'obligation porte sur, on va dire, l'OF et non pas sur le sous-traitant. Donc c'est très important que l'OF fasse le nécessaire par voie contractuelle ou différentes voies, demandant à imposer le référentiel Calliope, ou du moins une partie. Alors, question de Farida. Si une formation n'est pas certifiante au regard d'une formation certifiante répertoire spécifique ou répertoire national, on ne demande pas à l'OF les taux de participation et les taux de réussite. Exactement, Farida. C'est-à-dire que l'indicateur numéro 3, pour prendre celui-ci, ne s'applique pas. Et je vais prendre encore deux questions, puis je vais finir et on va clore cette session, puisqu'il est déjà 14 heures. Alors, une question d'Elisabeth. Une coopérative de formateurs sur un fonctionnement hybride, à la fois rattaché à l'organisme et en même temps très indépendant dans son mode de fonctionnement. Donc, je vois effectivement que soit sous forme de scope, soit sous forme de portage salarial, doit-il présenter l'ensemble des synoptiques de formation lors de l'audit? Eh bien, Elisabeth, oui, totalement. C'est-à-dire que cette structure, qui effectivement rassemble administrativement un certain nombre d'acteurs d'horizons divers, l'audit va bien entendu porter sur un échantillon des actions de formation réalisées sous l'égide de cette scope, de ce portage salarial, de la structure. Et bien en l'occurrence, au titre des actions, cette structure devra présenter les synoptiques et toutes les preuves associées aux formations.
C'est bien ça, c'est bien ce qui est difficile, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une synthèse, dire, une coquille administrative, on doit et elle doit avoir aussi la responsabilité sur la cohérence des pratiques. Alors, question de Clémence. Si un OF a un référent handicap, alors que ce n'est pas une obligation, doit-on l'auditer sur l'indicateur 26? Ben, si un OF a un référent handicap, c'est déjà un OF qui a franchi une étape, on va dire, supérieure par rapport à un bon nombre d'OF, c'est-à-dire qu'il n'est plus uniquement dans la question de la réorientation, mais c'est aussi dans la question de la prise en compte de la personne en situation de handicap. Et donc, il est dans l'adaptation des parcours, les besoins en compensation. Donc, c'est tant ce référent handicap que les autres acteurs de l'OF qui sont à auditer, mais là, ça devient beaucoup plus intéressant au titre de l'indicateur 26 et vous allez pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de l'application de l'indicateur 26. Donc oui, oui, vous devez effectivement, ça ne vient que renforcer l'intérêt de l'audit de l'indicateur 26. Alors, encore des questions sur les sous-traitants certifiés Calliope. Il y a une question de Marie Muriel et je termine là-dessus. Donc voilà les deux questions. Si le sous-traitant est lui-même organisme de formation, l'OF qui le recrute doit-il vérifier et montrer dans le cadre de Calliope que ses sous-traitants sont certifiés Calliope? Pour revenir sur les sous-traitants, pourquoi être certifié ne suffit pas? Je ne comprends pas la subtilité. La subtilité n'est pas de l'indicateur 27, et revenez sur cet indicateur 27, la responsabilité se porte sur l'OF donneur d'ordre. Qu'est-ce que demande cet indicateur? Et reprenez bien la formule de cet indicateur, hein, c'est l'OF doit s'assurer du respect de la conformité au présent référentiel. Donc, le fait que le sous-traitant, bien entendu, soit certifié Calliope est un élément qui permet de s'assurer cela, mais ce n'est pas le seul élément. Il y a peut-être d'autres aspects sur lesquels l'OF souhaite s'appuyer pour s'assurer que le sous-traitant sera bien conforme à son propre contrat, à son propre on va dire, aux propres éléments du référentiel Calliope, à ses obligations. Donc ça passe éventuellement, comme je vous disais, par des aspects contractuels. Et puis, le fait est qu'il ne va pas forcément travailler uniquement qu'avec des sous-traitants Calliope, et tous Calliope, tous ne vont pas s'engager vers la certification Calliope. Donc, c'est un élément de réponse, ce n'est pas le seul élément de réponse. Et d'ailleurs, le guide de lecture et même les acteurs l'avaient bien rappelé, c'est-à-dire que pour les sous-traitants, la certification Calliope n'est pas une obligation. Donc, c'est un élément de réponse, mais ce n'est pas le seul élément qui permet d'y répondre, notamment s'il s'agit de pouvoir, en l'occurrence, apprécier la pertinence et la qualité de l'action et la performance de l'action du sous-traitant, notamment sur le caractère pédagogique et les aspects de satisfaction relatifs aux stagiaires. Voilà, alors je vous propose de clore cette session. Je vois que vous avez encore de très nombreuses questions et je n'ai pas répondu à toutes les questions, donc je vous prie de m'en excuser. Mais n'hésitez pas à m'adresser un petit mot pour que je puisse prendre en compte vos questions et que je puisse les traiter à l'occasion de la prochaine webconférence le mois prochain. En tout cas, merci à vous d'être aussi nombreux, d'être passionnés par ce sujet. Cela fait plaisir et j'espère vous retrouver prochainement, que ce soit par téléphone ou par mail, à l'occasion de vos audits ou de nos échanges. Donc, je vous souhaite déjà une bonne fin de semaine, un bon week-end et puis au plaisir. Au revoir.